Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et grande bienvenue sur notre émission de Libre Antenne, comme tous les soirs. 3921, notre numéro d'appel. Et jusqu'à 1h, on parle ensemble de ce qui vous importe, de ce qui vous tient à cœur. Alors, je suis à votre écoute. L'idée, c'est de partager ensemble un moment, une difficulté, d'éclaircir une question que vous pourriez vous poser. Voilà, on débat, on échange. La ligne est ouverte. Vous pouvez participer, témoigner sur le sujet en cours, donner votre avis, faire part d'une expérience similaire. Parce que parler de soi, c'est parler de chacun de nous et qu'il y a toujours un peu de nous chez l'autre. Voilà, c'est aussi une manière de faire connaissance et de se rencontrer. Donc, on va passer à l'acte. Merci à Charles Westrella qui réalise cette émission. Merci à Quentin et Corentin qui vous accueillent avec toute leur gentillesse au standard 3921. 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et nous allons commencer cette émission avec Gaëtan. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Caroline. Alors vous appelez, je crois, pour parler d'un problème familial. Oui, c'est ça. Je vous appelle pour parler de ma grand-mère. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, ce qui m'arrive, c'est que ma grand-mère est insupportable avec toute la famille, en particulier donc avec mon père, moi et mon grand-père. Alors, attendez, petite question, c'est la grand-mère maternelle ou paternelle ? Paternelle. Paternelle, donc la mère de votre père. Oui, c'est ça. Oui, donc elle est insupportable. En fait, c'est elle qui fait un peu la loi dans la maison. Elle décide un peu de tout comment ça se passe. Et il y a un truc qui est très pénible, c'est que, par exemple, quand le week-end dernier, on lui a demandé donc si elle voulait aller se promener, elle a dit non, je veux aller à la jardinerie. Sauf que après, elle est allée 5 minutes après, elle dit non, en fait, on va se promener, alors qu'après on avait choisi autre chose. Oui. Elle a des pertes de mémoire ? Non, mais elle dit à chaque fois, quand on lui dit quelque chose, après elle dit son contraire, en fait. Ouais, elle a plaisir à s'opposer, vous diriez. Oui, à mon avis, elle a un plaisir parce qu'en fait, elle n'a pas d'occupation de toute sa journée. Ouais. Oui. C'est Tati Daniel ? Comment ? C'est Tati Daniel, vous avez vu le film ? Oui, je l'ai vu, oui. Dites-moi Gaëtan, petite question, elle habite avec vous ? Elle habite avec mon père et en fait, moi, je vais chez mon père en week-end tous les 15 jours et à chaque fois, c'est l'enfer quand j'y vais. Ah voilà, ça vous empêche de profiter de lui. Oui, c'est ça. Elle est impotente, elle est grabataire. Comment se fait-il qu'il habite avec elle ? Quel âge a votre père ? Mon père, il a 42 ans. Voilà. Alors, expliquez-moi pourquoi il habite avec elle à 42 parce ans. qu'on a dû déménager, il a dû déménager en urgence dans les Alpes-Maritimes et c'est son seul logement. Donc votre grand-mère habitait dans les Alpes-Maritimes et c'est elle qui l'a accueilli. Donc en fait, il est chez elle. C'est pas lui qui habite avec elle, il est chez elle. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais même là, mon grand-père, des fois, il pète les plombs et des fois, ils s'en vont tous les deux, mon père et mon grand-père, et il la laisse. Ah ouais. Mais enfin, cette femme, elle est chez elle, donc c'est un peu normal qu'elle fasse ce qu'elle veut. Ben oui, mais bon, mon grand-père, des fois, il voudrait dire quelque chose, sauf qu'il peut pas. Ouais, vous diriez qu'il a une femme castratrice. Oui, c'est ça. Oui, et l'ambiance est très tendue. Dites-moi, elle s'est occupée de vous quand vous étiez petit ou elle était proche de vous? Elle manifestait de la tendresse ou pas du tout? Oui, elle manifestait de la tendresse, même des fois un peu trop. Parce que moi j'ai une sœur déjà, et donc elle en manifestait plus sur moi que sur ma sœur. Ouais. Et alors, vous diriez qu'il y a un événement particulier qui l'a fait changer?
Non, non. Moi, j'ai pas remarqué d'événement particulier. Ça fait combien de temps qu'elle a ce type de comportement? Parce que avant, vous dites que c'était une Oui. femme tendre, donc là, on a plutôt l'impression qu'elle est un peu plus fermée et Oui. puis avec un côté dictateur. Hein. Vous avez le Oui. général Dourakine à la maison. Ça fait déjà au moins 5 ans. Elle a quel âge? Elle a 64 ans. Voilà. Elle a arrêté de travailler, quelque chose Oui. quand? Elle a arrêté de travailler il y a 2 ans. Ah, est-ce que vous diriez pas que c'est lié à ça? Peut-être, ça pourrait très bien être lié à ça, oui. Parce que quand elle travaillait, elle était plus en forme et tout, tandis que là, elle est toujours sur les nerfs et elle n'a même pas d'occupation en fait. C'est peut-être le fait d'arrêter de travailler qui l'a mis de mauvaise humeur permanente. Elle se sent peut-être inutile. Alors, elle fait peser sa tristesse sur les autres. Vous en avez parlé avec elle? Non, j'en ai pas parlé avec elle. Qu'est-ce que vous avez essayé? Ce que j'ai essayé de faire, Ouais. c'est un peu des fois quand elle commence à faire ça, un peu de l'ignorer, mais bon, c'est pas la meilleure des choses à faire. Ouais, parce que ça la rend de plus Oui. mauvaise humeur encore, j'imagine. Ouais. Ouais, alors? Et donc après, moi, j'ai pas trouvé de solution. Vous n'avez pas trouvé de solution. Mais vous savez, vous lui parlez normalement, vous avez des rapports avec elle. Est-ce qu'avant vous téléphoniez? Est-ce qu'elle manifeste Oui, mais moi, je lui téléphone régulièrement, mais après, à chaque fois quand je lui téléphone, elle m'envoie péter. Et donc après, elle me passe mon grand-père, mais mon grand-père, il dit que donc à chaque fois, elle est de mauvaise humeur et tout, et donc en fait, on peut pas lui parler au téléphone. Ouais. Vous savez ce que je crois, moi? Je pense qu'elle est triste, voire déprimée, parce que elle a arrêté de travailler, elle a plus d'occupation, comme vous dites. Elle se sent inutile, elle tourne en rond, et du coup, elle en veut à la terre entière. Oui. Vous devriez peut-être en parler avec elle, mais gentiment. Gentiment, en disant j'ai l'impression que depuis que tu as arrêté de travailler, tu es plus triste, ça te pèse. Certainement, elle retrouvait peut-être des gens qu'elle aimait au travail. Ou elle aimait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Au travail, ce qu'elle faisait, elle était secrétaire aux impôts. Peut-être qu'elle voyait des gens, qu'elle avait des collègues de travail qui l'intéressaient. Et aujourd'hui, elle a plus tout ça, toute cette animation autour d'elle. Oui, après, elle a perdu quelques amis déjà. Ah oui? Oui, elle a perdu 2 amis déjà. Ça aussi, ça ajoute. Oui. Elle se sent peut-être vieillir et elle prend mal le fait de vieillir. Oui, peut-être c'est ça. Vous devriez, vous savez, dans ces cas-là, il faut faire exactement l'inverse. Je crois que elle a besoin d'attention. Oui. Elle a besoin d'attention, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et là, pour l'instant, elle a trouvé tout simplement un moyen de se faire remarquer, mais c'est pas la bonne manière et c'est pas le bon moyen. Elle s'y prend mal. Et peut-être que vous pourriez lui dire, écoute, tu sais, tu es importante, on tient à toi. Moi, j'ai l'impression que tu es plus triste depuis que tu as arrêté de travailler. Ça a dû te faire de la peine. Tu as dû quitter des collègues, des gens auxquels tu tenais, une activité. Et puis peut-être que tu as perdu des amis. Mais il y a encore plein d'autres choses qui t'attendent si tu en as envie, si tu veux t'en donner la peine. Il y a des associations, il y a des clubs de cartes, il y a des clubs de tricot. Enfin, je sais pas ce qui l'intéresse. On peut essayer de voir ensemble ce qui pourrait te plaire. Et parce que là, j'ai l'impression que t'as un peu perdu le sourire, que t'es un peu triste, ou même peut-être que ça te ferait du bien d'aller en parler avec quelqu'un. Voilà, vous voyez. Mais rien que le fait de faire ça serait déjà lui manifester de l'attention. Et ça prouverait que vous vous intéressez à elle, que vous l'avez regardée. Et je pense qu'elle peut en être touchée. Alors peut-être que dans un premier temps, elle va vous envoyer péter, comme vous dites. De quoi tu te mêles, toi? Allez, laisse-moi tranquille. C'est quoi ces bêtises? Et puis vous allez lui dire, écoute, c'est pas des bêtises. Moi, j'y réfléchis. Je te vois depuis quelque temps. Et j'ai envie qu'on ait envie de continuer à te voir. Et là, si tu es comme ça, c'est que tu es triste. Et autant parler et dire vraiment les choses. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous y allez à fond. Oui, et ça, ce serait une bonne solution. On peut essayer. Oui, on peut essayer. Si ça marche pas, vous me rappelez.
D'accord. Oui. D'accord ? D'accord. Bon, on fait ça. Dans un premier temps, on fait ça. Ok. Bonne chance Gaëtan, mais c'est Merci, très Gaëtan. sympathique d'avoir appelé. Vous êtes sympa. Oui. Et vous aussi, et puis continuez votre émission. C'est Merci. super. Au revoir. C'est Xavier qui est avec nous maintenant. Bonsoir Xavier. Xavier ? Je n'ai pas... Voilà, j'ai perdu notre... Ah, pardon. Donc, on va retrouver Xavier un peu plus tard. Et puis, tout de suite, on va accueillir Chantal. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir. Alors, vous nous avez appelé hier déjà, suite à l'intervention d'une auditrice qui se faisait beaucoup de soucis pour sa maman qui déclinait sur le plan neurologique. Oui, disons que ça fait écho à ce que je vis moi depuis plusieurs années. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire que ma mère a 86 ans, elle m'avait déclarée comme aidant familial. Enfin, comme Chantal, aidant est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur ? J'ai l'impression que c'est un peu difficile pour moi sinon de vous entendre. J'ai pas de haut-parleur. Ah là, voilà, mais... c'est bien mieux. D'accord. Donc oui, je disais que ma mère m'avait demandé d'être aidant familial. Bien avant que la formule n'existe et qu'on avait fait des papiers notariés il y a maintenant pratiquement une trentaine d'années. Oui. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais à prendre en charge son grand âge. Ce que j'ignorais, c'est ce que ça représenterait exactement. Et donc là, bon, pour faire court, à 80 ans, il a fallu la placer en résidence senior, puisqu'elle pouvait plus vivre seule. Et puis depuis, elle n'a cessé de décliner. Donc son état, elle a un diabète assez conséquent, compliqué d'une maladie de Parkinson, et maintenant, depuis un an ou deux, des épisodes de démence. Ah oui. Et les choses se sont aggravées très subitement en début d'année, avec une chute, avec une fracture du fémur, hospitalisation. Toujours. Enfin, c'est souvent le cas. Oui, et à partir de l'hospitalisation, elle n'a plus pu marcher. Elle a aussi complètement perdu beaucoup de ses facultés cognitives à ce moment-là. Et puis, elle est partie dans des délires à certains moments qui étaient très, très difficiles à vivre. Donc, c'est vrai que ça fait quand même des années que moi, j'ai un poids très lourd parce que nous ne sommes que deux à nous occuper d'elle, mon frère et moi. On est d'accord sur tout. Mais bon, c'est quand même une charge que j'ai au quotidien et... Bien et sûr, c'est vrai que il y a un épuisement à la longue, parce qu'on a l'impression que c'est un peu sans fin et que notre vie disparaît derrière ces problèmes qui sont là, qui sont récurrents. Dès qu'on croit qu'une situation est à peu près installée, ça y est, il se passe un autre souci. Et moi, j'avais un peu le sentiment de tourner complètement en rond. Et d'être là avec une souffrance que j'arrivais plus à gérer. Alors, quand vous dites que vous étiez aidant familial, ça signifie quoi ? Ça recouvre quoi ? Alors bon, maintenant ça a été légiféré, mais à l'époque, quand ma mère m'avait demandé ça, elle m'avait simplement dit « je veux absolument désigner quelqu'un qui pourra s'occuper de moi quand je n'en serai plus capable, qui pourra prendre toutes les décisions ». Donc on avait fait des documents notariés qui comprenaient donc toutes les procurations pour tout gérer, y compris vendre ses biens, y compris trouver une maison où la placer et tout gérer pour elle. Donc pour elle, c'était un confort absolu de se dire ça sera pris en charge. Voilà, elle vous faisait confiance, elle savait que vous feriez le mieux pour elle. Exactement. Alors tout ça a été revu avec un notaire il y a quelques années et en complément, on avait mis en place un mandat de protection future, donc qui est les nouvelles formules maintenant. Mais c'est très compliqué à mettre en... Enfin, c'est simple à la fois et compliqué parce que y a un moment où il faut demander à un médecin expert de déclarer que le parent n'est plus capable, n'a plus ses facultés. Tout à fait. Et là, c'est quelque chose que moi, j'arrive pas à faire. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je fais exactement ce que je dois, il n'y a aucun problème. Mais aller la faire expertiser, je n'y arrive pas. Je pense que c'est exactement comme une visite de médecin qu'elle doit avoir tous les jours. Oui, sauf
que là, bon... À la suite duquel le médecin expert donnera un avis qui aura qui aura valeur auprès du juge, bien sûr, parce que c'est le juge qui déclarera. Mais je sais très exactement comment ça doit se passer, mais ça m'est difficile parce qu'il n'y a pas de retour possible, quoi. Donc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle puisse aller mieux ? Vous savez que non. Bon. Non, là, on m'a parlé de soins palliatifs il y a 3 jours. Oh là là. C'est pour ça que vous êtes. C'est très douloureux. C'est très douloureux. C'est très difficile de voir vieillir les siens. On voudrait les garder toujours. On a d'eux une image et les voir se dégrader. Vous dites qu'elle ne marche plus depuis qu'elle a eu cet accident du col du fémur. Donc, elle doit être grabataire. Comment ça se passe Elle est grabataire avec des escarres. Elle ne mange plus. Donc, la décision du médecin de proposer une situation de soins palliatifs. Elle est compréhensible. Après, c'est quelque chose de presque invivable pour nous de devoir, en quelque sorte et entre guillemets, prendre la décision de dire qu'on va abréger. Parce que c'est quand même à ça que ça se résume. On va supprimer certains traitements, on va mettre du confort, mais bon. Et moi, je sais que je commençais à perdre pied face à tout ça. Et ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est de rencontrer des groupes de parole. Ah oui, mais bien sûr. De pouvoir échanger, de pouvoir partager, c'est formidable. Alors, c'est le CCAS de ma ville qui m'a conseillé ça. Donc, j'ai rencontré des gens alors ce sont des psychologues, hein, bien sûr, et puis des gens dont c'est le métier, qui organisent donc des séances où, si vous voulez, il y a une charte dans le groupe. Hein, tout ce qui est dit reste dans le groupe, ne doit pas sortir à l'extérieur. Il y a un grand respect entre personnes. Il y a l'anonymat quand même. Bon, même si dans une petite ville, l'anonymat c'est vite limité. On se repère les uns les autres. Bien sûr, mais on n'a aucune obligation. C'est bien entendu gratuit. Ça dure. Il y a des thèmes qui sont abordés. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, on nous pose la question de savoir comment nous, en tant qu'aidants, on se sent. Comment on vit, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien. Et j'ai été très frappée par la récurrence des témoignages où les gens disent tous chercher la même chose, sortir de l'isolement, ne plus être seul. Oui. Mais parce que c'est difficile de prendre des décisions. Vous avez déjà la chance aussi d'avoir un frère avec lequel vous pouvez partager. Oui, mais enfin, bon, c'est pas lui qui est immédiatement sur place et qui va, et qui voit ce qui se passe, bien sûr. Oui, tout à fait. En plus, lui, il sort totalement détruit de chaque visite. Vous aussi, j'imagine, mais vous savez, voilà. Oui, mais bon, j'ai, je pense, une faculté de résilience qui fait que. Et puis bon, j'ai quand même, j'ai un suivi avec des psychologues. J'ai fait beaucoup de sophrologie aussi ces dernières années, ce qui fait que on apprend à acquérir une certaine distance. Alors, juste un petit mot de la part de Véro qui envoie un SMS et qui dit la chose suivante: les soins palliatifs permettent des soins plus bienveillants, presque les chouchouter jusqu'au bout. Voilà, c'est donc certainement, une expérience dont Véro et Véronique, j'imagine, nous fait part et qu'elle a dû, un petit mot qui peut-être vous aidera à prendre la décision. Parce que c'est douloureux de voir sa mère dans cet état-là et surtout de savoir, vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de ticket retour malgré tout. Parce que quand on commence à avoir des épisodes de démence, c'est que il y a une dégénérescence des cellules nerveuses et autant le savoir, elles vont pas, il n'y aura pas d'amélioration. On n'attend plus d'amélioration et surtout ce qu'on constate, c'est que ce n'est plus la même personne. Bien sûr. Il y a une modification du comportement. Et plus elle. Oui, du comportement, du caractère. Elle doit, si vous voulez, tout tombe. Il y a plus de filtre. Il y a une désinhibition totale. Les mots sortent. Des mots creux d'ailleurs quelquefois qui font mal. Oui. Des mots crus et des attitudes aussi où la pudeur n'existe plus. Exactement. Et où il y a une barrière parce que c'est la maladie, vous savez, qui fait ça. Oui, la maladie détruit. Ouais. Mais la maladie fait aussi énormément de mal autour d'elle. Parce que les rapports deviennent des rapports difficiles. On est amené à imposer des choses. On ne souhaite pas.
Moi, quand j'ai accepté cette situation d'aidant, je ne me voyais pas devoir imposer des choses. Je pensais que tout serait dans finalement quelque chose de simple à gérer. Ah oui, mais vous savez, Or, c'est pas du tout le cas. ouais, la vie réserve des vicissitudes, on ne sait pas toujours ce qui nous attend. C'est difficile de faire face à tout ce qui tombe dessus. Moi, je vous le disais, c'est compliqué de voir ceux auxquels on tient le plus se dégrader physiquement, psychiquement, ne plus les reconnaître. Elle vous reconnaît, votre maman ? Ça dépend des jours. Ça doit être très douloureux. Parfois, il lui est déjà arrivé de me prendre pour sa mère. Et c'est des rapports qui, à certains moments, on est obligé de devenir, pas violent, mais enfin de mettre un peu des ultimatums. Un peu énergique. D'être énergique, voilà. Énergique et de dire, non, mais attends, là, tu dois me respecter, je te dois te respecter aussi, mais tu peux pas me demander ça. Ouais. Et c'est compliqué d'être sans arrêt dans ce rapport où, oui, c'est un peu un rapport de force quelque part. Oui, mais c'est-à-dire que vous êtes devenue la mère de votre maman. Et je on n'est jamais pas jusque là. Vous lui donnez des ordres, vous prenez soin d'elle. Les rôles se sont inversés. Oui, quelque part, oui. Ouais, on n'est pas forcément je trouve préparé. Que l'intérêt justement de ces groupes de parole, c'est de montrer que tout le monde vit très mal cette situation. Évidemment. Alors moi, ça m'épouvante de voir que c'est pas plus légiféré, que c'est pas plus encadré. Moi, je connais beaucoup de monde. Je suis quand même, j'étais prof de psycho dans une vie antérieure. Ah oui. Bon, donc, oui, mais psychosocial, pas psychoclinique. Donc, j'ai fait beaucoup d'études aussi sur la gériatrie, sur les transmissions patrimoniales, des choses comme ça. Oui. Mais ça restait extérieur. Et à partir du moment où on est amené à vivre ça de l'intérieur, on a beau se croire formé, et finalement, on est les plus mal chaussés. Mais bien sûr, vous êtes traversé d'affect. Absolument, et les choses sont, je dirais qu'il y a un manque de cadre. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes lâché dans la nature, et puis si vous n'aviez pas trouvé ce groupe de soutien, vous vous demanderiez comment faire. Vous êtes seul à prendre des décisions, vous avez assisté à certaines scènes, et vous rentrez, vous fermez la porte là-dessus, et vous vous retrouvez avec sans pouvoir en parler. C'est difficile. C'est difficile. On compte plus les nuits blanches. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est le renfort, c'est le soutien des amis qui sont présents et qui parfois servent vraiment de garde-fou en disant stop. Parce que c'est vrai qu'avec un malade on n'a plus de vie à côté, on pourrait se laisser couler à pic avec. Bien sûr. C'est très très difficile de réagir suffisamment, et moi j'insiste là-dessus parce que je pense qu'à l'heure actuelle, avec le chômage, avec les difficultés financières, etc., compter sur la génération des gens de mon âge, on a la soixantaine, on est encore très alerte, moi je travaille encore, on a envie d'avoir des vies encore. Bien sûr. On est partagé aussi parce qu'on a des petits-enfants, des enfants qui connaissent des difficultés. Et là, par là-dessus, on nous rajoute encore la génération précédente. C'est énorme. Qui compte sur nous. Et à certains moments, c'est vrai que moi, l'envie de fuir, elle a été là. Et elle est là. Est-ce que vous prenez des vacances ? Parce qu'il faut pouvoir avoir des coupures. Je suis partie, là je rentre de croisière. Je suis partie avec des amis. Bon, c'est bien. Qui m'ont pas trop donné le choix. Ils m'ont demandé mon numéro de carte bancaire et ils m'ont dit voilà, on t'emmène. Ça vous a fait du bien ? C'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ouais, ça vous a fait du bien. Où est-ce que vous êtes partie ? Oui. On a fait un tour en Méditerranée. On n'est pas allé très très loin. Non, mais formidable. Au moins vous avez vu autre chose. Cocooning on a pris soin de soi. Et je crois que les aidants aussi doivent absolument faire ça. C'est prendre soin de soi. Ouais, parce que c'est-à-dire aller au spa, se faire masser, se faire chouchouter. Tant pis si on fait chauffer la carte bancaire, mais il y a besoin de se retrouver aussi. Voilà, de se retrouver. D'exister. Ouais. Et de ne pas être que dans le don comme ça. Ah mais moi ce que je voudrais que vous entendiez, Chantal, c'est que vous n'êtes pas moins importante, votre vie n'est pas moins importante que celle de votre maman. Ah ça je l'ai compris. Je l'ai compris avec le groupe d'aidants. Ça je l'ai compris en les entendant.
Et parce que tous le disaient, qu'il s'agisse de conjoints ou qu'il s'agisse de parents, les gens disaient il y a un moment où les choses se cassent petit à petit et la distance se met en place. Et là, on commence à pouvoir à nouveau vivre. Oui. Ouais. Et c'est important. C'est important de comprendre, de savoir que vous aussi, vous avez une vie et que votre vie compte. Voilà. Bien sûr. Vous n'êtes pas en retrait, vous n'êtes pas juste une personne aidante. Vous êtes, tout à fait. Vous êtes Chantal. Oui, tout à fait. Mais ça, j'en ai bien conscience. Non, mais c'est vrai que là, j'ai vécu depuis le début de l'année 4 mois qui ont été très, très, très difficiles parce que submergé de demandes contradictoires où on vous dit du jour au lendemain, le foyer logement, c'est plus possible. Il faut trouver un EHPAD. Voilà. On n'a pas de place. Et ça va. C'est une escalade. C'est une escalade et puis malheureusement, une fois de plus, on constate que l'argent facilite parce que quand on en a un minimum, c'est pas qu'on roule sur l'or, mais on a quand même quelques possibilités. On trouve des places dans le privé, mais que malheureusement dans les maisons, dans le public, il n'y a pas de place. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible sur une ville de 120 000 habitants. Qui monte à 200 000 avec toute la région, on trouve pas de place en EHPAD. Ouais. C'est fou. On en trouve à 90 km, alors que dans le privé, alors que pourtant, on sait depuis longtemps que il y a un vrai allongement de la durée de la vie. Eh bien, on n'a pas encore prévu ce qu'il fallait. Rien n'a été prévu. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Moi, j'ai pu constater qu'on est très, très, très démunis, que dans les services de suite de soins, on vous dit on peut les garder 3 semaines. 3 semaines, ça passe à une vitesse vertigineuse. Et vous êtes là. Alors, il faut savoir aussi que tout le monde n'est pas confronté à la démence, et qu'il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui seraient très mal si on les déracinait de chez elles. Il faut pas oublier ça. Moi, je n'avais jamais envisagé de me trouver confrontée à ces problèmes. Jamais. Mais quand ces chutes ont commencé il y a 10 ans, on m'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut plus qu'elle soit seule, il faut trouver une résidence senior. Voilà, elle peut se faire mal, personne ne sera là pour la ramasser elle avait surtout très peur. Oui, personne ne sera là pour la ramasser dans la nuit, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc là, il y avait un veilleur de nuit, c'était très bien, mais après, quand la dépendance s'installe, nous, on est passé de GIR 6 à GIR 2 pour les personnes à qui ça dit quelque chose. C'est terrifiant. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait encore une autonomie n'en a plus du tout. Écoutez, en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ce groupe vous a aidé à ne pas vous sentir coupable des épreuves, que la vie vous a imposées et des décisions que vous avez dû prendre. Et je vous remercie d'en témoigner. Je vous remercie parce que souvent, on a l'impression qu'on fait jamais ce qu'il faut, jamais assez. Combien de personnes, d'auditeurs ou d'auditrices nous appellent en disant qu'est-ce que je dois faire, je suis perdue. C'est une décision éminemment douloureuse. Je ne m'y résous pas. Et bien, écoutez, je vais vous dire, vous êtes un bel exemple et je vous remercie d'être intervenu. Je vous en prie, c'était bien normal. Et je vous souhaite une bonne continuation et merci pour votre émission. Merci Chantal, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Alors, petite précision qui nous vient d'un auditeur par SMS, il y a les démences dégénératives et les démences vasculaires. Dans le deuxième cas, il existe, c'est vrai, plus ou moins des possibilités de récupération grâce à des stimulations. Mais dans les deux cas, il peut y avoir opposition, agressivité, qui peuvent toutefois être améliorées par certains médicaments. Voilà. Et tout de suite avant, nous allons poursuivre avec Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir madame. Caroline, c'est mieux. Alors on vous avait perdu tout à l'heure, on vous a récupéré. Je crois que vous appeliez parce que vous avez été très choquée et frappée par un deuil récemment. Voilà, c'est exact. Le papa de la meilleure amie de ma fille, qui avait 38 ans, est décédé. D'une façon brutale et inattendue. Il bricolait... 37 ans, vous avez dit.
38. 38, Enfin bon, ouais. bref, on n'est pas un an près. Non, mais c'est très jeune. C'est trop jeune. Voilà. Et donc, il bricolait sous sa voiture. Et puis, je ne sais pas ce qui soutenait la voiture, des crics ou des chandelles ou peu importe. Et tout ça a lâché, et la voiture est tombée sur lui, et voilà. Et c'est l'horreur. Alors, comment réagit votre fille? Alors, je l'ai informé, hein, bien sûr. Bah oui, enfin, sa petite amie a dû l'informer surtout. D'autant que, comment dire, c'est une certaine forme d'éducation par rapport à la mort. Ouais. Nous, on a des chattes qui sont pondeuses. Hein, donc, elle sait ce que c'est. Voilà. Mais donc, je pense qu'elle a enregistré, mais pas intégré. Oui, bien sûr, je comprends. Mais j'imagine que vous avez dû être très frappé. Certainement, vous n'avez pas pu vous empêcher de vous identifier à ce papa qui est comme vous. Alors, voilà. Vous vous trompez. Ah. Bah oui. Parce que moi, j'ai 10 ans de plus que lui. Ouais. Voilà. Et non, je me suis pas identifié à lui. Pour moi, c'était un copain de sortie d'école, quoi. Ouais. On n'était pas amis, bien que Yuna, donc ma propre fille, ait été invitée à de nombreux goûters chez Adèle, sa copine. Mais c'est quelqu'un vers qui je me dirigeais régulièrement, parce que c'était une personne avec qui je pouvais parler d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Bien sûr. J'imagine. Voilà. Bah écoutez, si vous en parlez, c'est que vous êtes sous le choc. C'est arrivé il y a combien de temps? Alors, on vient de passer un jeudi. C'était pas ce jeudi-là, c'était le jeudi d'avant. Ouais, mais moi, je ne l'ai appris que le lundi. Ah oui. Bah, c'est très récent. C'est très récent. Donc, c'est normal que vous soyez sous le choc. La première fois quand j'ai eu la nouvelle, j'ai dormi 3h30. Je me suis réveillé debout, enfin, pas debout, assis dans mon lit. Et puis, voilà, quoi. La journée était foutue au niveau, au niveau sommeil. Et pour la première fois de ma vie, je suis sous somnifère. Ouais. Ah ouais, Voilà. c'est dire à quel point vous avez été frappé par ce qui est arrivé. Écoutez Xavier, j'espère que vous allez aller mieux, parce que j'entends que vous êtes c'est plutôt un choc, la tristesse, Oui, l'injustice. Non, oui, voilà. L'injustice. Vous dites vrai, mais j'ai envoyé un mot à la veuve, et combien en a-t-elle reçu? Écoutez, je sais que dans ces cas-là, chaque mot est une marque d'attention et que ça fait plaisir. Donc vous avez bien fait. Vous avez bien fait. D'accord. Bon, Xavier, courage. Et puis, on pense à vous. Au revoir. Europe 1, Caroline Veil. Josie avec nous maintenant. Bonsoir. Allô? Josie. Allô, oui, bonsoir. Oui. Josie. Bonsoir Caroline. C'est très gentil de me prendre à l'antenne parce que je suis très timide et puis j'ai du mal à m'exprimer souvent. Non, mais pas du tout. Mais on est là pour ça justement. C'est quand on est timide et puis moi on croit qu'on a du mal à s'exprimer, mais vous allez voir, ça va aller très bien. Alors, je vais vous aider. Vous avez un petit-fils. Oui, c'est ça. Il a 20 ans. Oui. Il vient de rompre et il arrive chez vous demain. Et voilà, c'est ça. Et j'ai souvent du mal à lui parler parce que, je sais pas, dès que je dois faire des conversations avec quelqu'un, souvent j'ai des blocages. Ah bon? Et je ne sais pas quoi dire. Mais alors, dans quelles circonstances vous l'accueillez?
il fait des études de 3 ans ici. Normalement, il habite dans le Midi Oui. avec sa mère. Et là, comme il fait des études pendant 3 ans, donc il vient le week-end chez moi. D'accord. Le week-end, là, vous habitez... j'habite en banlieue. D'accord. Et lui, ça lui permet d'avoir des week-ends agréables. Alors, comment vous savez qu'il a rompu? Parce que c'est ma fille qui me l'a dit. Ah, c'est elle qui a été informée. Voilà. Donc, votre petit-fils lui en a parlé. Il lui en a parlé, oui. Oui. Ben, vous savez, Josie, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est lui qui va vous parler. Vous pouvez... Mais il ne parle pas beaucoup non plus. Il parle pas beaucoup. Il est comme vous? Plutôt, oui. Il faut vraiment lui poser des questions. Alors, qu'est-ce que vous vous dites toutes les deux? C'est un repas silencieux quand vous dînez ou quand vous déjeunez ensemble? Comment ça se passe? Non, on parle des choses courantes. Et voilà, sans trop aller loin. Et vous avez quel genre de rapport d'habitude avec lui? Un bon rapport, en général. Bon, un bon rapport, c'est-à-dire qu'il est content quand il vous voit, vous vous en êtes occupé quand il était petit, vous l'avez emmené à droite, vous l'avez emmené à gauche, vous êtes proches. Vous diriez que vous êtes proches. Oui, assez proches, oui. Bon. Mais on ne va pas au fond des choses, en fait. Ouais, il n'a pas l'habitude de se confier, mais pas plus ça. Enfin, je veux dire, pas moins ou pas plus à vous qu'à d'autres. Je sais pas avec ses amis, s'il en parle. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors moi, je voudrais pas que il en veuille, par exemple, à sa mère. De vous l'avoir dit, peut-être qu'il n'a pas envie que tout le monde soit au courant. Vous savez quelque chose là-dessus. Peut-être qu'il s'est confié à sa mère, mais il n'a pas pour autant besoin d'en parler. Vous voyez, on fait pas trop de publicité quelquefois, ou quelquefois c'est l'inverse. On a aussi, on cherche la première oreille et on a envie de ne parler que de ça. Alors, il va venir demain en disant, donc lui dire, écoute, je suis contente de te voir. J'ai eu ta maman au téléphone, voilà. Je sais que c'est pas si facile pour toi en ce moment. Et si tu as besoin si tu as envie de bavarder, eh bien je suis là. Et alors qu'est-ce qui te ferait plaisir pour dîner ou pour déjeuner? Voilà, vous voyez, c'est tout. On va pas chercher loin la confidence, on dit rien d'autre. Ah bon, j'attends que ce soit lui qui m'en parle alors. Oui. Ah bon? Ah oui. D'accord. Non mais attention, vous lui dites, je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment. Ah oui, d'accord. Voilà, lui dire comment vous le savez. Je sais que c'est pas facile. Si tu as envie qu'on bavarde, pour donner un peu de légèreté, vous voyez, pour présenter ça sous un jour un peu plus léger. Si tu as envie qu'on bavarde, eh bien voilà, moi je suis là. J'ai mon âge, j'ai aussi vécu des choses. Je peux t'écouter. Vous voyez? Oui. Ah oui. Mais c'est à vous d'attendre. C'est ce que précise Yvan. Il faudra attendre que ce soit lui qui parle de cette rupture. Ne prenez pas les devants. Mais ce que vous pouvez faire, c'est lui montrer que vous êtes attentive à lui, lui demander ce qui lui ferait plaisir pour déjeuner, dîner, voilà. Et je pense qu'il sera très content comme ça. D'accord, Josie? C'est ce que je fais d'habitude. Bon, je lui demande ce qu'il veut. Bon, attendez, Josie, on s'interrompt quelques instants, le temps du flash, et je vous retrouve tout de suite après, d'accord? Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil.
allons continuer comme nous avons commencé, deuxième et dernière heure de Libre Antenne, le 39-21 toujours, pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne. Alors on parle de tout ce qui vous intéresse, des difficultés que vous pourriez rencontrer ou d'une expérience que vous souhaiteriez partager. On parle de vous, on parle de votre histoire. Je suis à votre écoute et nous avançons ensemble dans la nuit. L'idée, c'est de trouver un réconfort avec cette Libre Antenne ou un apaisement, de parler de ce qui vous perturbe éventuellement et puis de se rencontrer les uns les autres. Voilà, 39-21 pour nous rejoindre, le 7 39 21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit, ce qui vous permet à tout moment d'intervenir, de donner votre avis, et moi je connais comme ça un petit peu la température de vos réactions, et puis vos mails aussi que vous pouvez nous adresser sur notre site europe1.fr. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bien, un peu avant le flash, nous étions avec Josie. Josie, vous accueillez demain votre petit-fils de 20 ans qui vient de rompre et vous ne savez pas très bien quel mot employer quand vous allez le voir. Oui, tout à fait. Ouais, mais c'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas toujours facile. Le mieux, encore une fois, j'ai résumé rapidement pour nos auditeurs qui nous écoutaient. Le mieux, c'est de le laisser lui venir. Soit il a envie d'en parler et vous allez le savoir immédiatement, soit il n'a pas envie et puis c'est pas la peine d'insister parce que dans ces cas-là, quelquefois, on a envie d'être un peu seul avec son chagrin, sa peine. On se trouve, vous savez, 20 ans, c'est un âge touchy, comme on dit. Donc on se trouve quelquefois un peu ridicule alors que ça fait très mal, un chagrin d'amour. Il a rompu. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle qui a pris l'initiative? Vous en savez quelque chose? C'est elle. Waouh. Oui. Bon, donc il doit être. C'est une blessure. Oui. Il est peut-être blessé, vexé. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'aura pas trop envie d'insister sur le sujet. Mais si je lui en parle pas la première, il va penser que j'ai un manque de franchise. Non, c'est pas un manque de franchise. Vous allez lui dire, j'ai eu ta mère au téléphone, j'ai eu ta maman, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'en ce moment, c'était pas si facile pour toi. Donc si tu as envie de bavarder, de parler, sache que je suis là, et vous lui dites, tu sais, moi-même j'ai mon âge, mais j'ai vécu des expériences similaires. On s'est tous fait jeter un jour ou l'autre, ou on a tous jeté, voilà, la roue tourne. Et puis vous êtes légère, vous voyez, mais vous n'insistez pas. C'est pas, voilà, il saura que s'il veut, eh bien mon Dieu, il peut s'adresser à vous, mais surtout n'insistez pas. Alors, ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Ça faisait 2 ans. Ah oui, donc c'est quelqu'un d'important qui a compté pour lui. Ah oui, tout à fait. Et tous les deux, ils étaient vraiment bien. Ils étaient amoureux, ils faisaient un beau couple, vraiment. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est... Non, pas du tout. Et ma fille ne sait pas non plus. Ouais, donc il n'a pas... Bah voilà, donc il n'a pas donné de détails. Non, non, pas du tout. Donc s'il n'a pas donné de détails, c'est qu'il n'a pas trop envie de s'étendre sur le sujet, si vous voulez mon avis. Hein. Alors, vous pouvez juste manifester que vous êtes au courant, vous allez voir comment on s'est accueilli. Et puis vous dites maintenant, on parle de rien, c'est toi qui décides. Voilà. Ah oui, c'est ça ce qu'il faut dire, oui, tout à fait. Parce que comme ça, il se sentira pas piégé aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il peut avoir un peu honte. C'est pas forcément quelque chose dont on a envie que ses parents, ou toute sa famille soit au courant. Ça dépend. Généralement, il a 20 ans, on a de la pudeur à cet âge-là. Il a certainement envie de garder ça un peu pour lui. Mais c'est une façon gentille de lui manifester votre soutien. Donc vous n'avez pas grand-chose à lui dire. Laissez-le venir. Vous l'accueillez comme d'habitude, avec gentillesse. Et puis, si vous avez de bons rapports, le simple fait de comprendre que vous êtes là pour lui, il vous parlera de lui-même ou pas. Mais vous le laissez lui décider. D'accord? D'accord, oui. Bon. Il ne se confie pas en général, mais enfin, voilà. Bon, on va faire comme ça. S'il ne se confie pas, il y a peu de chances qu'il le fasse sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, d'un autre côté, il faut c'est bien aussi qu'il apprenne à se débrouiller avec lui-même. Le fait,
Voilà, il en parle peut-être à ses amis, il en parle... Oh, vous verrez bien. C'est lui qui va vous indiquer la marche à suivre. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Oui, voilà, je vais commencer comme vous m'avez dit et puis on verra ce que ça donne. Exactement. Ouais. Rappelez pour donner des nouvelles et dites-nous surtout quand il a rencontré la prochaine. Merci. Qui lui ramènera son Merci sourire. aussi à vous de passer tant de temps avec tout le monde. Ah mais... Parce que vraiment, c'est un réconfort pour tout le monde. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, oui. Josie. À très bientôt, j'espère, pour de bonnes nouvelles cette fois-ci. Au revoir. D'accord. Bonne soirée. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et nous avons Anaïs maintenant. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Alors vous appelez pour donner des nouvelles. Eh bien là, je vous félicite parce que très souvent, nous on raccroche et puis on sait plus ce qui s'est passé derrière et eh bien on est frustré. Alors là, c'est vraiment sympa. Alors je vous avais appelé il y a quelque temps parce que je suis nounou d'un enfant qui est embêté par un enfant à la piscine. Je me rappelle très bien. Et puis c'est un enfant qui est un peu livré à lui-même, beaucoup sur l'iPad, enfin voilà. Ouais. Donc vous m'aviez conseillé, j'en ai parlé aux parents qui bougeaient pas trop, et puis vous m'aviez conseillé en fait de dire à la maman, enfin qu'elle me délègue un peu ses pouvoirs pour en parler au moniteur de piscine. Ouais. Alors donc je lui en ai parlé. Et puis, en fait, elle m'a dit oui, bien sûr, vous pouvez en parler au moniteur. Donc, en fait, j'en ai parlé au moniteur de piscine qui apparemment n'avait rien vu. Donc, je lui ai dit, voilà, tel enfant embête, voilà. Et puis, donc, il a grondé l'enfant qui était un peu casse-pied. Et puis, apparemment, c'était pas que... C'est pas que le vôtre qui l'embêtait. Voilà, c'était pas que le bien. Donc alors il a un peu remonté les bretelles et puis donc apparemment ça s'est amélioré. Et le petit avec vous, il a été reconnaissant? Oui, tout à fait. Il m'a dit mais tu t'en compte, c'est bien machin. Alors j'étais un peu embêtée parce que je me suis dit bon les enfants après l'autre va lui dire t'es un bébé, t'as besoin de... Enfin, vous savez comment, avec toute la tendresse que les enfants ont entre eux. C'est pas grave, ça. Ce qui importe, c'est que votre petit, à vous, il se soit senti protégé. Oui, voilà. Alors, il m'a dit, j'ai dit, tu sais, papa et maman, ils étaient très, très embêtés pour toi. Enfin, j'ai un petit peu essayé de... Oui, vous avez bien fait. Voilà. Et puis, d'autre part, il y avait un problème d'iPad, parce que moi, je trouve que cet enfant partage pas grand-chose avec ses parents. Donc, j'en ai parlé un petit peu aux parents, avec toute la diplomatie dont je suis capable. Mais oui. Visiblement, visiblement, vous avez très bien réussi la première mission. Alors, voilà. Donc, mission iPad. Alors, j'ai dit, je pense qu'il aurait un petit peu besoin de regarder moi et puis de partager peut-être un peu plus de choses avec vous. Et puis, voilà. Et apparemment, ça se passe mieux parce que du coup, il a le droit de regarder que les jours où il n'a pas école. Donc, le mardi soir et le vendredi. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, ça, Anaïs? Ça veut dire que vous avez été entendue. Oui, tout à fait. Oui, et qu'on tient compte de votre avis. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que je tiens à le dire quand même, alors qu'on tient compte généralement des institutrices et par exemple des péricultrices en crèche, nous, les nounous à domicile, c'est un petit peu perçu comme une agression. Enfin, souvent quand on dit des choses, surtout du côté de la maman, on voit ça un petit peu comme une rivalité. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, on est des professionnels au même titre que l'institutrice. Exactement. Exactement. Et puis, voilà. Mais je vais vous dire, quand on prend soin de ces enfants comme vous en prenez soin et comme vous avez l'air d'être concerné par eux, moi je pense que les parents ne peuvent pas passer à côté. Oui, tout à fait. Ils doivent s'en rendre compte. Voilà. Et puis ils doivent s'en rendre compte. Donc très certainement, ce qui s'est passé, c'est que cette maman, enfin ses parents vous ont senti concernés et donc du coup ils ont fait très attention à ce que vous leur disiez. Oui, et je pense que ça, quelque part, ça les a rassurés parce que je pense qu'ils n'avaient pas surtout le papa qui ne savait pas comment maîtriser son enfant. Enfin, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Maîtriser. Je pense que maîtriser, oui.
Parce que, voilà, je pense que le petit prenait, entre guillemets, le pas sur le papa parce qu'il n'y avait pas d'autorité. Donc, je pense que à ce niveau-là, le père a repris son rôle et voilà. Ouais, bien sûr, mais Voilà. voilà. Bah, écoutez, vous vous êtes formidablement bien acquitté de vos deux missions. Merci de vos conseils. Non, mais combien vous en avez? Ouais, mais combien vous en avez comme ça à domicile? Moi, je garde au domicile des parents. Ah, au domicile des parents, d'accord. Voilà. Mais Donc, j'en ai 2, mais j'ai eu un certain nombre d'enfants, une vingtaine en tout. Enfin, voilà. vous avez dû en voir passer. Oui, j'en vois toutes les couleurs. Mais je pense qu'enfin, immodestement, je peux dire qu'après mon passage, ça va un peu mieux quand même parce que comme on a un peu de recul, comme on n'est pas les parents, on a forcément un peu de recul. À notre Donc, rôle. Je pense que les nounous ont un rôle très important. Et pas toujours reconnu, voilà, je le dis parce que... Mais non, ne croyez pas. Combien de fois j'ai les parents qui me disent « Oh là là, je suis tombée sur une nounou formidable, pour rien au monde. J'ai très peur de déménager, de changer. Si je me séparais de ma nounou, je le supporterais pas. » Donc ne croyez pas. Alors moi, j'ai juste envie de vous demander, Anaïs, parce que quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? En fait, c'est une histoire folle d'enfants dont je ne m'occupais pas. Mais c'était des enfants avec qui j'étais partie. Enfin, à l'époque, j'avais pas d'enfants moi-même. Avec qui j'étais partie en vacances parce qu'ils partaient chez leurs grands-parents. Donc, du coup, j'étais embarquée dans l'histoire. Ouais. Et voilà. Et à côté des grands-parents, donc où on était avec les enfants dont je m'occupais, il y avait 2 parents. Enfin, des parents qui avaient 2 enfants turbulents, donc parce qu'il n'y avait pas d'autorité, c'est toujours pareil. Et c'était 2 enfants qui n'étaient pas scolarisés. Mais comme les 2 enfants se disputaient sans cesse, chaque semaine, les parents en emmenaient un chez les grands-parents. Ah, c'était la punition? Non, mais c'est-à-dire que les grands-parents en gardaient un une semaine. Ouais. Donc, ils n'étaient jamais ensemble, les 2 enfants. Ils n'étaient jamais ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... Et le week-end d'après, c'était au tour de l'autre enfant. C'est fou, ça. Parce que les 2 parents étaient alors je leur ai un petit peu parlé parce que et puis voilà, enfin j'ai pas eu de nouvelles parce que du coup j'ai quitté mon poste parce qu'on est appelé à changer souvent et j'ai pas eu de nouvelles, mais je leur ai un peu expliqué que donner quelques des frères et sœurs, ça s'élève ensemble et qu'on apprend à vivre ensemble justement. Oui, puis pendant une semaine ils voyaient pas leurs parents. Enfin c'est fou ça, je veux dire, mais ils sont tous fous, autant les grands-parents que les parents. Mais vous savez, quelquefois, quand ce sont les siens, on manque de recul, on croit faire bien. Oui, tout à fait. Croit faire bien. On n'a pas de recul. Oui, et avoir la vie d'un tiers, un regard extérieur, ça aide beaucoup. On prend conscience de la situation et peut-être quelquefois même de la folie, l'engrenage dans lequel on est pris. Voilà, parce que c'est un bouillon de culture, les familles. C'est quand même les névroses, voilà, ça se promène pas mal. Donc, je veux dire, quand on baigne là-dedans depuis des années, on n'a plus de recul. Hein. Ouais. Alors, votre plus joli souvenir, ça serait quoi? C'est peut-être l'enfant que je garde. Enfin, j'en ai beaucoup. Hein. À chaque fois, c'est un déchirement. Enfin, bon, c'est un métier d'amour et donc de chagrin. Voilà, forcément, ça va ensemble. Et le petit enfant que je garde actuellement, à qui je ne passe rien, et c'est pour ça qu'il m'aime bien, je pense. Bah oui, il a besoin de limites. Voilà, me dit sans cesse, je veux pas qu'on se quitte, et puis quand je serai grand, je m'occuperai de toi, et quand tu seras vieille, voilà, donc il assure mes vieux jours. Quand il sera président de la République, il pensera à moi, et quand il sera milliardaire, il m'en donnera un petit peu. Voilà, qu'est-ce que c'est gentil. Il a quel âge? Il a 7 ans. Ah voilà, on va attendre un petit peu, et puis voilà, mais vous savez que... Et alors... Dernière question, est-ce que vous-même, vous avez des enfants? Moi, j'ai une fille de 16 ans. Ah, alors, et comment ça se passe? Est-ce que vous êtes séparés d'elle toute la journée? Est-ce que c'est pas difficile? Non, je crois que ça l'arrange parce qu'elle m'a pas sur le dos toute la journée. Oui. Non, mais je veux dire avant. Pardon, quand elle était plus petite, c'était un petit peu douloureux de la laisser pour s'occuper d'autres enfants. C'est vrai qu'elle comprenait pas toujours. Ouais. Mais après tout, quand ils vont à l'école, ils sont pas avec leurs parents non plus. Et bon, voilà, mais enfin, voilà, c'était un peu douloureux. Et j'ai eu un poste où j'ai pu l'avoir avec moi aussi. Les parents acceptaient quand elle était toute petite que je l'ai aussi avec moi en gardant leurs enfants. Ah, c'est bien ça.
Mais c'est vrai que c'était un peu difficile d'expliquer que j'allais m'occuper d'autres enfants et que je les laissais. Ouais. Mais bon, maintenant, je crois tout le monde ne pense pas à ces choses-là quand on a une nounou. Oui, c'est comme les institutrices, c'est comme voilà, c'est comme voilà. Bon. Comme les péricultrices. Écoutez, vous avez, en tout cas, vous inspirez confiance. On a envie de tous vous les confier. Mais c'est un métier d'amour. Moi, je suis comblée. Je suis. Voilà, je ferai ça jusqu'à ma mort parce que c'est un métier dont je peux pas me passer. Voilà, c'est la vie. Vous êtes formidable. Ouais, c'est fantastique, les enfants. Oui, c'est la vie. Je sais pas comment vous dire. Et alors, quand vous vous séparez, c'est difficile quelquefois? Oui, parce que ça moi, doit être un crève-cœur. Ouais. Je coupe les ponts. Enfin, souvent, on me dit, vous voulez revenir? Parce que je pense à ma successeuse. Oui. Je me dis, la pauvre, moi, j'aimerais pas avoir l'ancienne nounou dans les pattes non plus. Oui, mais vous avez aussi des enfants qui sont très attachés à vous. Oui, mais je me dis, ils m'oublieront. Ah bah non. Qu'est-ce que vous croyez? Vous les prenez pour qui? Pourquoi? Vous savez? Je sais pas. Je me dis, bon, quand je les quitte, je les quitte quand ils vont à l'école. Voilà. Je dis, ils sont petits, ils m'oublieront. Et c'est vrai que je coupe les ponts en général et que c'est douloureux, mais je sais pas dans quel cadre revenir. Vous un petit mot pour un anniversaire, un petit coucou, ça fait plaisir. Oui, quand mais ils ont une bonne note. De le faire tout le temps si je le fais une fois ou deux. Mais c'est-à-dire que vous savez bien, il y a certains enfants peut-être à qui on s'attache plus que d'autres, ou des familles qui sont plus chaleureuses, avec lesquelles on a envie de rester en contact, qui pourraient être des amis, avec qui on garde un lien. Oui, peut-être, mais oui, c'est vrai que. Oui, je sais pas. Peut-être que pour ce petit garçon-là, je vais peut-être faire une exception parce que c'est un peu dur. C'est bien. Je pense que c'est bien ce que j'avais en tête depuis le départ. Bon, je vous fais un gros bisou et puis merci de votre appel. À bientôt. Allez, on va se dire à bientôt. D'accord. Au revoir Anaïs et merci de votre appel. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec Joanne. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Alors, je crois que vous êtes face à une difficulté là. Oui. Je vous laisse nous expliquer. D'ailleurs, la musique juste avant était bien appropriée. Exactement, mais bon, je vous laisse vous exprimer. Voilà, je suis en gros, je suis sur la route. Oui. C'est très symbolique tout ça. Pour rejoindre le papa de mon bébé. Oui. Et je sais pas si je fais bien. En gros, parce que je sais que je vais être plutôt mal accueillie, je pense. Mal accueillie. Je pense, oui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est malade alcoolique et qu'il est sous alcool ce soir. Oui. Et je viens d'assez loin, j'ai fait pas mal de routes. J'ai une journée assez fatigante aujourd'hui. Il m'a demandé de venir. Je me doutais que, j'avais quasiment 3 heures de route, donc le temps du chemin était trop long pour lui. Il a changé d'avis entre-temps, donc je sais pas. Pardon, je suis pas claire. Non, je vais recadrer un peu. Vous savez pas très bien quoi faire. Vous êtes dans un moment où vous ne savez pas, justement, vous êtes sur la route, vous ne savez pas quel embranchement prendre, quoi. Voilà. Est-ce que je continue ou pas? Alors, on va remettre l'église au milieu du village, d'accord? Vous dites qu'il est alcoolique. Vous dites c'est le père de mon bébé. Un bébé qui, je crois, n'est pas né. Non, je suis juste enceinte de presque 4 mois. Vous êtes enceinte de 4 mois. Presque 4 mois. Voilà. Vous êtes ensemble avec cet homme depuis combien de temps? 6 mois.
Depuis 6 mois, donc au fond, ça fait vous avez été enceinte 2 mois après l'avoir rencontré. Oh oui, je sais, c'est très court, c'est pas oui. Non, mais c'est très court. Oui, en fait, tout arrive, hein. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on m'a toujours dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, donc je n'ai pas de contraceptif. Ouais. Et donc vous avez été enceinte, ça, voilà. Vous êtes enceinte. Sur une analyse de sang bête sur autre chose, en fait, on m'a appris ça à l'hôpital. Donc, déjà, j'y croyais pas. Ouais. Mais bon. Bah voilà, vous avez dit quoi. Vrai. Ouais, vous avez dit quoi qu'il arrive, je le garde. Ah oui. Bien sûr, et vous avez 36 ans. Non, mais c'est 36 ans. Tout à fait, vous faites bien. Vous faites bien. Ce que vous ne savez pas, c'est si vous gardez le père. Je sais pas, j'aimerais bien, mais je suis un peu inquiète en fait. Mais il y a de quoi être inquiète, dites-moi. Vous avez dit qu'il était malade alcoolique et vous avez dit, et je vais en plus être certainement mal accueillie. Alors, il est alcoolique, vous le saviez quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui s'est passé? Il était abstinent en fait. Donc moi je l'ai vu abstinent. Je savais qu'il avait cette maladie, bien sûr. Après, je connais bien en fait, je me suis intéressée à tout ça. Donc c'était pas pour moi rédhibitoire ou j'ai un regard assez travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, vous étiez familier, vous avez eu le sentiment d'être dans un univers que vous connaissiez. Ça m'était pas non plus familier, hein, mais c'est-à-dire que je jugeais pas. Moi, j'ai rencontré cette personne que je trouvais justement courageuse. Il se battait en fait contre ça. Lui, il a 10 ans de plus que moi en fait, hein, donc ça fait très très longtemps qu'il a ce problème. Et moi, je pensais vraiment qu'il en était sorti, honnêtement. Donc, même limite, ça m'a presque plu, en fait. Quelqu'un qui... un peu fracassé. Voilà, oui. Ça vous a attiré. J'allais vous demander ce qui vous a séduit chez lui, mais j'ai la réponse, je pense. Oui, on est très, 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 très différents parce que... Mais moi, ce qui m'a plu, c'était ça, en fait. C'était ce que je pensais être de la force. Et encore une fois, je sais que c'est une maladie très compliquée, donc oui, très, je sais bien. Mais d'abord, là où vous avez raison, et je précise, c'est une maladie. Oui, c'est pour ça que j'ai dit malade alcoolique et je ne dis pas alcoolique tout court. Oui, parce que c'est une maladie, je sais, et que c'est... Voilà. Et en fait, le petit détail que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que moi aussi, donc j'ai mes casseroles, hein, comme tout le monde. J'ai été violée jusqu'à mes 9 ans par mon grand-père, qui est décédé. Alors je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas avoir d'enfant finalement. Et je suis tombée enceinte quelques temps après avoir appris son décès. C'est ce que vous appelez le petit détail. Non mais c'est pour expliquer aussi pourquoi je veux garder ce bébé. Vous m'étonnerez toujours tous. Non mais c'est pour ça que il y a tellement de gens qui ont des problèmes. Je suis pas grand chose, mais c'était vraiment la raison pour laquelle c'était important pour moi ce bébé et de le garder. Mais bien sûr, et comme par hasard, ce bébé arrive au moment où votre grand-père mais non, mais c'est pas un hasard. quitte ce monde. C'est pas possible que ce soit un hasard. Non, mais vous avez raison. Ouais. Ah oui, ça je le sais. Ouais. Écoutez, c'est un cadeau déjà ce bébé. L'homme que vous avez rencontré, j'ai l'impression un peu moins. Oui, peut-être. Vous n'êtes pas infirmière, Joanne. Vous n'êtes pas infirmière. Vous ne pouvez pas, vous, le soigner ni le guérir. C'est lui tout seul qui peut prendre cette décision de se soigner, de se guérir. Si vous connaissez bien si vous dites que vous connaissez ce milieu, vous savez que seul lui peut prendre cette décision. Oui, je sais bien. Après, il peut se faire hospitaliser, il peut recevoir les soins appropriés, et vous savez comme moi qu'en réalité, au bout de 15 jours, le corps est sevré. Ah oui, même moi, c'est 5 jours. Exactement. Donc je donnais... Voilà. Oui, mais après, il faut tenir. Voilà, bien sûr. Oui. Non, mais sur le plan physiologique, on va dire une semaine suffit. Ouais, c'est ça. Mais par contre, on doit absolument l'être parce qu'effectivement, il y a du manque. Donc, on doit vous donner des médicaments pour vous aider à passer ce cap. Et voilà. Mais après, c'est vous et vous. Donc,
vous n'êtes pas non plus Mère Teresa. Vous allez bientôt être... C'était le surnom qu'on me donnait quand j'étais petite, c'est marrant. Tiens, comme par hasard. Non, mais vous pouvez pas sauver tout le monde. Ça, c'est penser que on croit ça quand on est dans la toute-puissance. On a toujours l'impression qu'on va tout pouvoir pour les autres et qu'on est animé de tellement de bonnes intentions qu'on va y arriver. Eh bien, je suis pas sûre. Voyez-vous, je suis pas sûre que vous ne vous abîmiez pas, que vous ne vous gâchiez pas les plus beaux moments là auxquels vous avez droit. Une grossesse qui était pas espérée. Bon, en même temps. C'est vrai que c'est le père de votre enfant. Alors, il a essayé de lutter. Moi, je crois que, vous savez, il y a aussi quelquefois des gens qui existent par leur maladie. Et le fait de les lâcher un moment, au contraire, peut être thérapeutique. Parce que c'est ce qui les aide à prendre conscience. Vous avez raison, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Parce que si je ne cours pas à chaque fois... Ouais. Ouais. Le fait d'être lâché, donc livré à soi-même face à ses responsabilités, parce que demain matin, il va se réveiller. Il aura c'est ce que je me dis. En fait. Il sera dégrisé. Il va se rendre compte. En plus, dans votre mot, je crois comprendre lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, il est violent. Enfin, il pourrait l'être. Donc, je voudrais quand même que vous m'expliquiez quel intérêt à aller galoper là-bas ce soir pour éventuellement être aux prises avec cette violence. Là, vous avez tellement raison, oui. Non, mais même la question... Aucun intérêt. Non, mais vous avez raison, il y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas d'intérêt, effectivement. Et lui, il n'est pas en état de vous entendre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, y aller là maintenant tout de suite, c'est inutile. Oui, vous avez raison. Et la question que je me pose quand même, moi, c'est pourquoi est-ce que vous éprouvez le besoin d'y aller ? Qu'est-ce que vous avez à payer ? De quoi vous vous punissez ? Vous comprenez ? Alors, vous y tenez, évidemment. Mais là, tout de suite, là, de partir, courir, sauter dans votre voiture et puis faire la route et voler à son secours en sachant en plus que ça va mal se passer, c'est un problème. Peut-être que vous devriez réfléchir là-dessus. Alors, je dis pas qu'il va pas s'en sortir. Je pense même que vous êtes une chance pour qu'il s'en sorte. Mais pour qu'il s'en sorte, j'imagine que jusqu'à présent, vous avez été proche de lui, que vous avez vu qu'il était alcoolique et que chaque fois vous y êtes allé. Vous avez constaté que ça ne fonctionne pas. Oui. Ah bah alors, essayez autre chose. Voilà. Donc, puisque ça ne fonctionne pas, on pourrait essayer autre chose. Et qui serait de le laisser face à lui-même, sans justement lui tendre systématiquement la main, de façon à ce que, s'il plonge, il plonge, mais ça va. Il peut aussi, pour vous et pour cet enfant qui est à venir, décider de remonter. Vous êtes une chance. J'aimerais, oui. Bah oui, pour moi, ce serait évident de penser comme ça, mais bon, oui. Non, mais il est déjà papa, hein. Il est déjà papa en plus. Ah oui ? Oui, un petit garçon. Mais d'ailleurs, j'ai aussi appris aujourd'hui, il l'avait pendant 15 jours. Je sais pas la zone là, mais son fils était en vacances depuis une semaine et encore pour une semaine. Et je sais que sa mère, elle a dû l'avoir au téléphone. Sa mère l'a récupéré en urgence. Bien sûr, en urgence, oui. Donc c'est que. Je pense que voilà, il allait vraiment mal. Oui, il allait vraiment mal et puis il est vraiment malade. Il est vraiment malade. Donc l'idée, c'est quand même vous, en ce moment, de vous protéger, de vous préserver de ça. Je répète, c'est une grossesse. Peut-être que vous en aurez d'autres, mais celle-là, en tout cas, vous y avez. Je sais pas, j'en ai déjà. Voilà. Voilà. En attendant, celle-là, il faut absolument en profiter. Il faut en profiter, il faut penser à vous, il faut vous préserver. Mon petit bébé, il a eu pas mal de stress, effectivement. Oui. Alors, petite question que je voudrais vous poser, Joanne. Comment il a appris la chose quand vous lui avez dit que vous étiez enceinte ? Mais il m'a dit que c'était pas lui le père, déjà. Et, oui, mais parce que c'est pareil, ça aussi. Il est très parano et il pense que, voilà, il pense que c'est pas lui le père, donc... Il pense que c'est pas lui le père. Oui. Ouais. Donc déjà, vous avez une petite idée. Bon, c'est vrai que la maladie rend parano, mais... Et il tient à vous ? Enfin, des fois, je me demande, je pensais que oui.
Mais il est maintenant, mais après, c'est sous alcool, donc l'alcool, il est capable de vraiment aller très très loin. Par exemple, il m'a pris mon téléphone, il a envoyé des messages à tout le monde, enfin tous mes contacts, pour dire des choses atroces. Mais bon, heureusement, les gens me connaissent, donc ils savent que je parle pas comme ça, donc ils ont vu qu'il y avait un problème. Mais oui, Bon, alors écoutez, il faut que vous sachiez que votre témoignage déclenche un flot de réactions et que toutes ces réactions vont dans le même sens. Alors, le père n'est pas en position d'accueil envers vous oh là, je vais pas y arriver. Votre enfant futur, et ça c'est de la part d'Yvan. Un autre de la part de René, avec un E, sage René, qui nous dit cet homme est malade et se soigne avec l'alcool. Vous voulez détruire la vie de votre enfant et la vôtre? Petite question. Et puis un autre qui dit gardez votre bébé, quittez cet homme qui ne pourra qu'être nocif même sans le vouloir. J'ai 54 ans, je suis sobre et je sais de quoi je parle. Donc je vous fais de la peine. Non, c'est de l'émotion, c'est pas... Je vous fais de la peine. Non. Je suis désolée, mais c'est pas de la peine. Non, c'est pas de la peine, ça. Mais peut-être que vous savez, quelquefois, on a besoin aussi de choc pour vous aider, vous, à réagir, parce que j'ai l'impression que, voilà, vous êtes tout à votre, bon, et heureusement, à votre joie d'être enceinte, mais peut-être que le père n'est pas la bonne personne avec laquelle rester, même si vous avez envie de cette vie de famille, vous avez eu, comme vous dites, avec délicatesse vos casseroles, c'est pas des casseroles, c'est un vrai drame, vous avez été victime, et de la chose la pire qui puisse arriver à un enfant. Vous avez le droit, vous ne croyez pas que vous avez le droit à un peu de bonheur, un peu de bien-être, de prendre un peu soin de vous, enfin? Et que cet enfant, c'est une chance, bon voilà, c'est un vrai cadeau de la vie, c'est un miracle, comme vous dites. Alors ce que je voudrais, c'est que vous soyez en forme pour en profiter. Et au lieu de ça, au lieu de penser à vous, vous courez pour essayer d'aller en sauver un autre qui ne peut pas être sauvé autrement que par lui-même. Oui. Franchement, je le sais tout ça. Mais je sais que vous le savez. Mais vous savez, les choses sont tellement mieux dites que non dites. Oui. Et si vous le savez, et je sais que vous le savez, c'est que précisément vous appelez pour qu'on en parle. Oui. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, en fait. Parce que quelquefois... J'écoute souvent, en fait, votre émission... Et parfois, j'ai du mal avec les gens qui se plaignent en plus. Pourtant. Vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Vous appelez parce que vous êtes dans une interrogation qui n'est pas des moindres. Hein. Vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Et puis vous avez le droit. Il y a pas de question là. C'est une vraie question, Johanne. Il s'agit de sauver votre peau. En fait, en détail, vous êtes la première à avoir bien prononcé mon prénom. Ah bon, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dit plein de trucs, mais on dit pas comme vous. Et d'ailleurs, c'est mon vrai prénom, je croyais qu'on donnait... Enfin bref. On a le droit, on peut donner son vrai prénom si on veut. Oui, je me suis pas posé la question. Je pensais pas déjà qu'on allait me répondre, enfin bref, tout est allé vite. Alors, je reçois un message de la part de Marie qui dit cette jeune fille a l'air formidable, le choix est difficile, mais oui, au moins tant qu'il n'est pas guéri, elle doit vivre sa belle vie sans lui. Elle est pleine de vie et d'intelligence. Bonne route, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est un petit message, plein d'humour. Oui, c'est très gentil. Vous êtes arrêté au moins, parce que je vous pose cette question seulement maintenant, au bout d'un certain temps, mais vous êtes arrêté. Bien sûr que je suis arrêtée. Bien. Vous êtes loin encore? J'ai 1 heure de route dans tous les sens. 1 heure de route dans tous les sens. Où est-ce que vous allez dormir? Parce que j'aime... Ouais. J'ai un appartement, en fait, où j'ai les clés d'un appartement pour aller dormir. Donc j'ai pas dehors. Bon, d'accord. Voilà. Écoutez, pensez à vous, occupez-vous de vous, et puis ce qui me ferait plaisir, c'est que vous nous rappeliez, mais alors vraiment j'insiste, Joanne, pour que vous nous rappeliez, que vous nous donniez des nouvelles, que vous puissiez nous dire que le père a une prise de conscience, parce qu'en plus, on n'a pas trop insisté là-dessus, mais en plus, ça se présente, d'abord il vous dit qu'il n'est pas de lui, donc vous voyez bien qu'il n'est pas prêt.
Oui. Oui, mais je pense que c'est qu'il est très jaloux aussi. Enfin, bref. Ouais, mais il n'est pas prêt. Ça me paraît très infantile. Il a dû avoir aussi C'est pour ça, ses bien sûr, blessures, ses fractures. il avait Mais une maman aussi malade alcoolique. ouais. Je pense qu'il a vécu des choses Mais difficiles. regardez, vous aussi, vous avez eu un vrai drame et vous vous en sortez bien. Moyen. Moyen. Vous travaillez? Là, je suis en reconversion. Sinon, oui, je travaillais. Ouais. J'étais prof de danse. Prof de danse, c'est joli ça. Et danse à deux, je précise, parce que pour quelqu'un qui a... Enfin bref. Allez-y. Non, parce que moi je viens du classique, mais j'ai trouvé dans la danse à deux, justement. Ouais. Enfin, j'ai fait des études avant pour être prof, normal, de l'éducation nationale, je veux dire. Mais j'ai passé effectivement un diplôme d'État quand j'ai découvert la danse à deux. C'est formidable ça. Et je suis devenue prof de danse à deux et ça réconcilie beaucoup avec le corps et avec les hommes, parce que j'avais un petit problème aussi avec je peux imaginer. me laisser, Ouais. voilà. Mm. Et donc, d'où ma reconversion pour devenir danse-thérapeute, parce que ce qui m'intéresse, c'est de soigner par le corps. Voilà, l'art-thérapie, soigner par le corps, avec le corps. C'est génial. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. Vous nous appelez dès que ce bébé paraît, voilà, et puis vous nous donnez de vos nouvelles. D'accord ? C'est très gentil. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir Joanne. Alors, à l'attention de notre auditrice Joanne qui vient de nous quitter, un petit message de la part de Lilia. Surtout, n'y allez pas, rebroussez chemin. Votre bébé a besoin de sérénité. Il ressent déjà les ondes que vous lui envoyez. Entourez-vous de douceur et d'amis. Voilà, et nous allons continuer avec Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Caroline. Je vous écoute souvent le soir. Ah bah, c'est bien, bravo. Et ce soir, j'ai eu l'impression, en écoutant Chantal, que j'avais vécu une fin de vie de couple semblable à ce qu'elle vit avec sa maman. Oui, voilà, son expérience vous a fait penser à la vôtre, vous a rappelé la vôtre. Oui. Tout à fait. J'ai perdu mon mari il y a 2 mois. Il était dans une maison de retraite depuis peu de temps. Et j'ai été appelée sur le coup de 00h30 en me disant de venir très vite. Et quand je suis arrivée, le SMUR m'a fait part du décès qui venait d'intervenir de mon mari. Oh là là. Et il m'a donné une feuille en me disant qu'il fallait que j'appelle les pompes funèbres pour que le corps soit transféré au funérarium. Mais il n'a pas eu un mot pour vous, juste comme ça, parce que... il m'a dit, j'ai rien pu faire de plus. Son état de santé était quand même très dégradé. Très dégradé, et j'ai pas voulu insister davantage. Bon, vous saviez ce que ça voulait dire. Et je lui ai dit, mais vous voulez que j'appelle, mais je peux pas appeler à 1h du matin. Alors il m'a dit, si, vous allez, sur cette feuille, vous allez finir par trouver un numéro où il y aura une permanence et on vous répondra. Bon, c'est ce que j'ai fait sur place. Et effectivement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, rendez-vous demain à 10h, c'était un dimanche. Ouais. Et le dimanche, quand le monsieur est venu, c'était un monsieur vraisemblablement des pompes funèbres, pour enlever mon mari, et il m'a fait signer un papier, et je dois dire que le papier, je ne l'ai pas lu. Évidemment. Mais surtout, c'est-à-dire que, oui, pardon de vous interrompre Monique, mais ce que je veux dire, c'est que souvent comme ça, quand on perd quelqu'un de très proche, comme son conjoint, on passe immédiatement à l'acte, c'est-à-dire la vie, les détails pratiques, voilà, pour ne pas penser. Exact, mais je pensais plus. Ça faisait 58 ans qu'on était mariés. Mais ouais, vous étiez en état de choc, de douleur, donc voilà, on fait ça pour ne pas penser, sans penser, on se jette là-dedans pour parer au chagrin. Et le lendemain, quand j'ai commencé à faire les formalités, j'ai appris que ce papier, on ne devait pas me le faire signer. Ah bon ? Non. Parce que dans les maisons de retraite où il n'y a pas de
chambre, c'est à la maison de retraite de prendre les frais à sa charge, y compris les frais de funérarium. Ah, d'accord. Et j'ai interrogé la maison de retraite, ils ne veulent rien savoir. Bah, tiens. Et là, je viens de recevoir cette semaine, j'ai reçu une lettre de cette maison de transport de corps qui m'a mis chez huissier. Oh là là. Parce que, et la faute que j'ai commise, mais je considère pas que ce soit une faute, sur le document qu'on m'a fait signer et qu'on ne devait pas me faire signer, il y a une toute petite ligne où c'est écrit « Je m'engage à prendre en charge les frais de transport et de séjour à la chambre funéraire ». Et la maison de retraite se retourne contre cette ligne que j'ai signée. Ah voilà, mais oui, mais c'est pas parce que c'est écrit que eux ne devaient pas le prendre en charge, puisque vous dites que quand il n'y a pas de chambre spéciale, ça leur incombait. En principe, il y a une loi qui prévoit que c'est à la charge de la maison de retraite. C'est pour ça que j'aurais aimé savoir si quelqu'un qui nous écoute aurait vécu cette même situation. Bien sûr, parce qu'en fait, je vais vous dire, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est justement ce monsieur qui vous dit, quand on vous appelle à 00h30, voilà, il faut que vous joigniez quelqu'un maintenant. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait, lui. C'était une manière. Ouais. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, il savait très bien. Il vous a dit, vous pouvez appeler à n'importe quelle heure. Il y a forcément une permanence. Donc c'est lui qui est en train de vous mettre dans l'erreur. C'est lui qui profite de votre faiblesse. Après, les pompes funèbres, bon, vous les appelez, ils vous font signer un papier. Mon Dieu, il faut bien que vous fassiez quelque chose, enfin qu'ils vous fassent signer quelque chose. Vous voyez, pour enlever le corps, le déplacer, une autorisation, etc. Peut-être un devis qui va avec et que on n'a pas envie de regarder dans ces moments-là parce que on n'a pas envie de penser à ça et on est sous le choc. J'ai pas lu la feuille. Mais bien sûr. Et vous étiez toute seule. Et quel âge avez-vous ? 81 ans. Ah là 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 là. Monique, est-ce que vous avez déjà consulté un avocat ? Eh bien, à vrai dire, j'avais une protection juridique, donc je leur ai écrit, mais vous savez, ça se déroule pas comme ça du jour au lendemain. Il a fallu que j'envoie tout le dossier. Bon, je l'ai fait, mais ce qui m'inquiète surtout maintenant, c'est cette mise en demeure d'un huissier qui me demande, de régler immédiatement. Oui, bien sûr, mais il faut que vous rappeliez la protection juridique et que ce soit eux qui se mettent en rapport avec l'huissier. Et puis, de façon à envoyer aussi des courriers, vous voyez, à la maison de retraite, etc., mais qui soient des courriers officiels. Ça a été fait et il veut pas en tenir compte à partir du moment où j'ai signé. Oui, mais peut-être que pourquoi je vous parle d'un avocat ou en tout cas si vous bénéficiez d'une protection juridique, parce que peut-être qu'ils doivent être attaqués. Hein. Un petit mot qui dit qu'elle contacte Julien Courbet. Pourquoi pas ? C'est une heure. Bien, on va devoir s'interrompre. Hélas, Monique, je vous remercie de votre appel et je vous rappelle une prochaine fois.